Un jour, je vous raconterai une autre aventure extraordinaire. Pourquoi et comment j'en étais arrivé là, ce serait long à dire. À la vérité, j'en avais assez de mes pères et mères, de toute la famille. Je voulais goûter du changement, m'évader, vivre quelque part au loin. Fuchs marchait devant. Sueur, les chaussettes, les talons, le sable. Nous marchons lourdement. Terre, ornière, sale chemin, reflet de cailloux brillants, lumière éclatante, bourdonnement, tremblement d'air chaud, le tout noir de soleil, et des maisonnettes, des clôtures, des champs, des bois. Arrivé au village de Zakopane, je me demande comment dénicher une petite pension pour marcher, et voilà que je rencontre Fuchs, ses yeux saillants, son regard caressé d'apathie. Mais il est content et moi aussi. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche une chambre, moi aussi. J'ai l'adresse d'une maison, dit-il. Ce sera moins cher parce que c'est loin. Presque au bout du village. Donc nous y allons. Les chaussettes, les talons dans le sable, la route, la chaleur. Je regarde la terre et le sable. Les cailloux étincellent. Les yeux clignotent. J'ai mal dormi dans le train. Et toujours cette marche au ras du sol. Écrasé, accablé, perdu, couvert de sueur. Je plonge mon regard dans ce fouillis de feuilles, de rameaux, de taches lumineuses, de je ne sais quoi. Là, entre les branches, quelque chose d'autre, quelque chose d'étrange, d'imprécis. Et mon compagnon aussi regarde cela. Continuons. Un moineau. Un moineau à l'extrémité d'un fil de fer. Pendu. Avec sa petite tête inclinée et son petit bec ouvert. Continuons. Bizarre. Un oiseau pendu. Un moineau pendu. Qui a bien pu se glisser ici, dans ce taillis, pour pendre un moineau? Continuons. Dans l'ordre, le voyage en train, les secousses, le fracas de la locomotive, le manque de sommeil, le soleil, la marche, Janina, ma mère, l'affaire de la lettre, le vieux que j'ai glacé, Roman, et pour terminer, ce Fuchs, ses ennuis avec son chef de bureau, les ornières, le sale chemin, les talons, les chaussettes, les cailloux, les feuillages. Cet ensemble pour aboutir, comme une foule agenouillée, à cette excentricité, à ce moineau. Partons. Mais le moineau pend, et Fuchs ne bouge pas. La terre est nue. Un tas de choses traînent. Fragments de tôle tordu, bout de bois, autre bout de bois, carton déchiré. Il y a aussi un scarabée, une fourmi, une deuxième fourmi, une bûche. Il observe cela comme moi. Partons. Mais il reste là. Il regarde. Le moineau pend. Et je reste là aussi. Je regarde aussi. Nous ne bougeons pas. Maintenant c'est devenu plus dur, plus incommode. Nous deux, avec ce moineau pendu, dans les buissons. Allons-y. Allons-y. Allons-y.
Après quelques centaines de pas, une halte. Fuchs me montre du doigt un écriteau sur une clôture, et un peu plus loin encore, une femme sur le perron, pas si jeune, la quarantaine. L'air d'une servante, avec de la poitrine, plantureuse. Et un étrange défaut sur sa bouche d'honnête femme de ménage aux petits yeux clairs. Cette bouche, comme trop fendue d'un côté et imperceptiblement allongée d'1 millimètre. Sa lèvre supérieure qui déborde, fuyant en avant ou glissant presque à la façon d'un reptile. Une froideur repoussante de serpent, de batracien, qui pourtant m'échauffe, m'enflamme sur le champ, comme une obscure transition menant à son lit, à un péché glissant et humide. Ma tante, il y a des messieurs pour une chambre. Nous entrons. Nous suivons la tente, sa rondeur qui roule sur de courtes jambes, un relent de café fraîchement moulu, le store baissé, une carafe sur une soucoupe, deux lampes de chevet sans ampoule, une glace dans un horrible cadre, un fragment de plancher, un petit corridor, un escalier de bois. À l'étage, un autre corridor et quelques portes. La maison n'est pas grande. 2 lits et une armoire. Voici votre chambre, messieurs. Pension complète pour 2 personnes. Vous pourrez prendre le petit déjeuner et le déjeuner dans votre chambre, si vous le souhaitez. Le dîner en bas, en famille. Vous pensez rester longtemps? Ici, c'est très calme. Vous verrez, on a la paix, une tranquillité à dormir debout, si j'ose dire. Je reviendrai tout à l'heure arranger la chambre avec Catherette. Il va falloir à nouveau ouvrir sa lèvre et puis recoudre. C'est le chirurgien qui me l'a dit. Combien de fois je lui ai dit que je paierais pour elle. Elle a beau être une paysanne de Grosjec. Moi, je n'abandonne jamais les parents pauvres. C'est une cousine à moi. Et en plus, c'est inesthétique. Cela offense le sens esthétique, bien sûr. C'est même choquant. Combien de fois je lui ai dit pendant toutes ces années, parce que ça fait 5 ans, vous savez, un accident. L'autobus est rentré dans un arbre. Ça aurait pu être encore pire. Combien de fois je lui ai dit, Cathy, n'aie pas peur, avoir le chirurgien, fais-toi opérer. Mais quoi, les jours passent, elle a peur. Toujours, elle me dit, oui, ma tante, j'irai, elle n'y va pas. Faites comme chez vous, messieurs. Installez vos affaires. Je reviendrai tout à l'heure avec Catherette.
va être bien ici. La chambre est moins chère que celle qu'on m'avait proposée. Et puis c'est moins loin. Et tu vas voir. En plus, on va bien bouffer. Au début, ça marchait parfaitement avec mon chef. Et puis tout s'est gâté comme ci, comme ça. J'ai commencé à lui taper sur les nerfs. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je lui tape sur les nerfs. Tu comprends ça, toi? Taper sur les nerfs à son propre chef. Il peut pas me supporter. Je vois bien qu'il fait des efforts pour pas me regarder. Quand il me voit, son regard recule. Comme s'il s'était brûlé. Je sais plus, moi. Parfois, j'ai envie de lui demander pardon. Mais de quoi? Je l'énerve. Réellement. Il suffit que je tousse. Que je remue la main pour qu'il attrape de l'urticaire. Est-ce que je peux? Les lamentations de Fuchs, mon départ de Varsovie, plein de dégoût, de mépris. Tous les deux, lui et moi, démunis. Aversion. Et dans cette chambre louée, inconnue, dans cette maison de hasard, nous nous dévêtions comme des hommes repoussés, rejetés. La nuit et l'oiseau. L'oiseau avec la nuit. L'oiseau dans la nuit. Fuchs m'a vu tout à l'heure regarder par la fenêtre. Oui, si j'ai regardé par la fenêtre, cela ne peut que concerner l'oiseau. Et maintenant, on n'entend plus sa respiration. Où est Fuchs? S'il était sorti pour aller voir le moineau. Ce moineau qui parade, qui gonfle, pour se rendre plus intéressant qu'il ne l'est en réalité. Cela lui ressemble bien de réfléchir, de combiner qui a pendu, pourquoi pendu, de jouer au détective. Et si cet imbécile est vraiment allé le voir? Où couchait-elle? Où couchait-elle? En pleine nuit, dans cette chambre étrangère, je glisse vers la sensualité, un glissement semblable à celui de la lèvre de Catherette. Où couchait-elle? Couchée. Oui, sans aucun doute, j'avance vers elle. Mon échec là-bas à Varsovie, ma famille qui m'a rejeté, la déformation reptilienne de ses lèvres, voilà comment cela commence. Voilà ce qui me pousse doucement, à peine, froidement, vers sa saleté à elle, dans cette maison endormie. La nuit, le noir. Là-bas, derrière le jardinet, derrière la clôture, derrière la route, là-bas se trouve l'endroit où le moineau pend au milieu des branches sans mêler, là où les cimes des sapins baignent dans la nuit constellée. Où couche-t-elle? Où couche-t-elle? Sur la gauche, tout près de la maison, il y a une espèce d'appentis, sans doute cuisine ou buanderie. C'est là, peut-être,
quatre aides bercent dans le sommeil la malice de sa bouche. Mangez. Mangez. Des fruits pour la bonne bouche. Mangez. Ça fond dans la bouche. Léna, qu'est-ce que tu fais, mon chou? Voyons. Je vous présente ma fille, Léna. À toi, Léon. Moi, très cher monsieur, je me suis mis à la disposition de ma propre moitié. Et suis utilisé par elle à des offices particuliers. Par exemple, lorsqu'un robinet fait des siennes, ou la radio. Je vous conseillerais de reprendre un brin de beurre avec ces petits radis. C'est un beurre extra. C'est bon? Cette chaleur, ça se terminera par un orage, j'en jurerai par tout ce qui est sacré dans les siècles des siècles. Onde du papa, Oscalon, Pacos Coach. Mon bijou. Je suggérerais encore une gustule de ce lait aigrelet. Ma femme est une toute spéciale spécialiste du bon lolo caillé. Et tout le truc, mon cher vicomte, c'est quoi? C'est le pouls. La perfection caillatique du caillé est en relation directe avec les propriétés lactiques du pouls. Léon, qu'est-ce que tu y connais? Moi, je suis bridgeur, mes chers jeunes messieurs, ex-homme de banque et présentement homme de bridge, par particulière permission conjugale, aux heures méridiennes et le dimanche vespéral. Si ce sont les études qui vous occupent, dans ce cas, cette humble demeure est exactement ce qu'il faut. Il ne manque pas un iota. La paix et la tranquillité à dormir debout. Si j'ose dire,
fabrique des boulettes de pain. Il les dispose soigneusement en ligne, les examine à travers son binocle, avec sa tête de courge, sa tête de gnome. Et soudain, la lèvre glissante de Catrette, tout près de la bouche de Léna. Le cendrier métallique devant Léna, comme un rappel, un faible rappel de cet autre treillis, du lit, sur lequel un peu plus tôt, une jambe, le pied, un peu de mollet, le treillis métallique. La bouche de Léna fermée et entr'ouverte, timide. Moi qui ai quitté les choses de là-bas, de Varsovie, voilà que je tombe dans les choses d'ici, pour recommencer. Suspendu à cet unique instant. La nuit sera-t-elle plus fraîche? Dehors, la profusion étoilée du ciel. Dans ces amas errants se détachent des constellations, la Balance, la Grande Ourse. Mais d'autres, encore inconnues de moi, guettent, comme si elles étaient inscrites dans le plan général des étoiles les plus importantes. Je trace des lignes, et malgré moi, je commence à chercher des figures, des rapports. Aller derrière, au-delà des choses. Un objet est derrière un autre. Le tuyau derrière la cheminée. Le mur derrière l'angle formé par la cuisine, comme les lèvres de Catrette derrière la bouche de Léna. Et dans ce chaos, dans ce magma, voici une constellation de bouches qui brillent, irrésistibles, qui s'illuminent. Et sans le moindre doute, une bouche se rapporte à une autre bouche, comme sur une carte, comme une ville sur une carte par rapport à une autre. Ces idées de cartes ne veulent plus sortir de ma tête. Carte du ciel, carte géographique ordinaire avec ses localités. Une bouche regardée par rapport à une autre. Je calcule à quelle distance de la cuisine se trouve la bouche de Catrette, de quel côté de la petite bouche de Léna. Dans la bouche. Chut. Assez. Le cendrier, la jambe et silence. Silence. Trou noir. Rien. Concentrez-vous sur un point de la carte et vous pouvez être sûr que tous les autres vous échappent. Moi, l'esprit fixé sur le jardin, sur le ciel, sur les bouches, je sais que quelque chose m'échappe, quelque chose d'important. Et l'attention du monde stellaire se fond en moi avec celle de l'oiseau pendu. Bonsoir. Lucien et Léna se sont mariés il y a 2 mois. À peine. Ils sont partis ensemble sur la Baltique. Léna est professeure de langue. Mais pour l'instant, ils vivent ici. Jusqu'à ce que Lucien achève sa propre maison. Il est architecte. En ce moment, il est chargé de la construction d'un grand hôtel. C'est une chance que Léna ait trouvé un homme comme il faut. Qu'il essaye de la rendre malheureuse et je vous jure que je le tuerai. Je prendrai un couteau et je le tuerai. Vous voilà prévenu. Déjà qu'en arrivant chez vous, on a trouvé un moineau pendu. Un moineau pendu. Pendre un moineau, c'est vraiment passer les bornes. Les bornes, imaginez-vous un peu. Les bornes. Tarara, mais quel sadisme. Des voyous. Des voyous. Il faut toujours que tu contredises. Mais non, mais je dis justement que ce sont des voyous. Et moi, je te dis que ce sont des voyous. Mais oui, des voyous. Voilà, c'est ce que je dis. Tu sais pas ce que tu dis.
Il y a une semaine environ, j'ai trouvé dans un des sapins au bord de la route un poulet pendu. Mais à l'époque, je n'ai pas fait spécialement attention. D'ailleurs, quelques jours après, il avait disparu. Un poulet pendu, un moineau pendu. Mais si tout cela annonçait la fin du monde. À quelle hauteur était pendu ce poulet? Des voyous, des petits voyous. C'est plein de gamins qui font tout ce qu'ils veulent. Ça, oui. Quand même. Le moineau et le poulet ont tous les deux été pendus à hauteur d'une main adulte. Enfin, je suppose. Quoi? Si ce ne sont pas des gamins, qui est-ce? Vous supposez, cher vicomte, que ce serait un maniaque? J'ai jamais entendu parler de maniaque dans les environs. Trilili. Elena, chérie, pourquoi veux-tu pas passer à papa pipi du radibusorum? Donne. Marina, chérie. Bijou, chou, genou, Elena à papa. Boulange. Mais pourquoi est-ce que tu zazines? Tu vois pas que c'est Kiki? Sois Mimi. Mimiche. Vous connaissez celle de la bicyclette? Quand un cycle est monté sur une bicyclette, ça donne une tricyclette. Hop là! Ouah. Qu'est-ce que tu regardes? Cette traînée là? Cette ligne? On dirait un râteau. Comment ça, un râteau? Une flèche. Ça peut être une flèche ou autre chose. Pendant le dîner, en examinant avec ma vilaine curiosité la main de Lucien, j'avais porté mon regard sur celle de Léna, qui reposait aussi sur la table. Et il m'avait semblé alors que cette menotte tremblait, ou se refermait un tout petit peu. Je ne peux raconter cette histoire, parce que je raconte après coup. La flèche, par exemple. Cette flèche-là, pendant le dîner, n'était pas du tout plus importante que le bouchon ou la tasse. Tout se trouvait à un même niveau, tout concourait à ce même moment dans une sorte de concert. Personne ne pourra jamais raconter après coup le bredouillement de l'instant qui naît. On se demande pourquoi, sortis du chaos, nous ne pourrons jamais être en contact avec lui. À peine avons-nous commencé à regarder que déjà l'ordre naît sous notre regard. En observant les personnes, on se heurte à plus d'obstacles qu'avec les objets. Seuls les objets peuvent être regardés vraiment. Imaginez 2 soldats, 10 soldats, qui vont l'un derrière l'autre, en file indienne. À votre avis, combien de temps faut-il pour épuiser toutes les combinaisons possibles de leur ordre de marche? En imaginant par exemple que l'on met le 3e à la place du 1er, et ainsi de suite, et que l'on effectue un changement par jour.
3 mois, ouais, plus ou minus. 10 000 ans. Ça a été calculé. Mon cher. Mon cher. Mon cher. Vous ne comprenez pas cela, père. Quoi? Qu'est-ce que je comprends pas? L'organisation. Quelle organisation? Qu'est-ce que c'est que cette organisation? L'organisation rationnelle de la société et du monde. Qu'est-ce que tu veux organiser? Comment organiser? Scientifiquement. Scientifiquement? Mon petit, tu serais pas tombé sur la tête? Alors, comme ça, tu imagines, tu cuisines que crac! 1, 2, 3, tu n'auras qu'à allonger le bras pour mettre le monde dans ta poche, oui? Puis, parti. Pa, 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 pa. Hé! Tu comprends? Pa, pa, pa. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... De quoi tu... Parti. Fini. Même plus. Je ne peux pas discuter de cela avec vous. Non? Bah, pourquoi? Parce que vous manquez de préparation Quelle préparation? scientifique. Scientifique, allons! Confie-moi, je t'en prie. Confie à mon sein virginal et immaculé. Comment? Avec ta préparation scientifique, tu vas organiser sur quel modèle? Dis-moi. Comment? Comment tu iras comme ça, avec ça et vers quoi? Dis-moi comment? Et avec quoi? Pourquoi? À quoi? Et où? Comment? Toi? Dis-moi, hein, ceci avec ceci, cela avec cela, ça avec ça, à cause de quoi? Comment? Qu'est-ce que tu peux savoir? Les études. Moi, j'ai pas étudié, mais j'ai pensé pendant des années. Je pense, depuis que j'ai quitté la banque, je fais rien d'autre que penser. Ma tête éclate! Et toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu... De quoi te... Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. La banque, je pourrais en parler pendant 1 an. Mais c'est difficile à exprimer, à sortir. Dès que je me mets à y penser, je ne sais plus à quoi m'accrocher. Il y en a tant. Tant de jours, d'heures. Mon Dieu, mon bon Dieu, mon grand bon Dieu. Tant de mois, d'années, de secondes. On se battait. On se bouffait le nez avec la secrétaire du président, une idiote, Dieu tout-puissant. Et avec ça, elle mouchardait. Un jour, elle a couru dire au directeur que j'avais craché dans la corbeille à papier. Moi, je lui dis, est-ce que vous êtes folle? Mais... que dire? Beaucoup à dire, trop à dire. De quelle façon et pourquoi on en était venu à ce crachat? Et qui, et quoi, et comment? Ça s'était accumulé pendant des années. Et quelle blouse avait-elle à ce moment-là? Je peux absolument pas me... Laquelle?
Celle avec des broderies. Boboulette? Ça va bien? Comme ci, comme ça. Boubouloche. Je sais que vous avez remarqué mes petits amusements. Berg, sur la table, sous les yeux de ma moitié, discret comme il convient pour éviter tout scandale. Je vous demande pardon, s'il vous plaît, monsieur le juge. En 37 ans de vie conjugale, je n'ai pas une seule fois, avec une autre femme, je ne l'ai pas trompé, pas une seule fois. 37 ans, pas une seule fois. Vous voyez bien vous-même, je suis assis tranquillement, je bavarde, je suis correct et tutti frutti. Seulement elle ne sait pas que Berg 37 années de vie conjugale. Ce qui est passé est passé. Mais le souvenir amarre de nous deux sur la Vistule. Elle coule. Et voilà qu'il pleut. Ah là là! Tout ça. Combien d'années? Des bonbons. Oh! J'avais acheté des bonbons avec le concierge. Le concierge. Et toi était percé. Eh, la petite mère, combien d'années? Dans le petit café. Mais quel café? C'est parti. C'est fini. Et fuite. Ça peut pas se recoller. 37 ans. Ah là là. Léna, mon chou, donne à papa du phosphore inflammable. Donne. Ça y est, ça commence. Faisons une pause. Regarde un peu ce truc sur le mur. Ça ressemble à cette flèche qu'on a déjà vue. En plus net même. Ça n'y était pas hier. Je l'aurais remarqué. Tu vois, le trait principal, le corps de la flèche, il n'y était pas. Le reste, les petites lignes, la pointe, d'accord, ce sont vieilles éraflures, mais le corps même de la flèche, le milieu, il n'y était pas. Allons voir si cette flèche signale quelque chose. Et soudain, ça me saute aux yeux. La flèche n'indique rien dans notre pièce. Il faut la prolonger par la pensée, à travers le mur, dans le corridor. La prolonger jusqu'au jardin. Gravier chaud au soleil, herbe desséchée autour d'arbustes sans ombre, blanche voûte de gros nuages ronds qui roulent dans un bleu impitoyable. La flèche nous mène derrière la cabane aux outils.
Là où se termine le terrain semé de gravats et de briques. Les yeux baissés, l'esprit absorbé par cette terre cendrée, jaunâtre, couleur de rouille, nous marchons. La chaleur toujours, mais différente. Et l'odeur aussi, différente, on dirait de l'urine. Des tiges, des plantes, des choses jaunâtres. Combien de phrases peut-on créer avec les 26 lettres de l'alphabet? Combien de significations peut-on tirer de ces centaines d'herbes, de mottes et autres détails? Comment trouver dans ce fouillis, au milieu des mauvaises herbes, des menus déchets, des combinaisons infinies, la chose cachée que signale la flèche dessinée? Au-dessus de nos têtes, pend quelque chose, un bout de bois pend. Tu vois, j'ai tout de suite pensé que Catrette, ce truc qu'elle a à la bouche, c'est comme une autre flèche. Tu me suis? Le bout de bois est orienté vers sa chambre. Allons fouiller cette chambre. Toute mon existence. À manger pour l'un, faire le lit pour l'autre. Le petit déjeuner au lit. Pour Léon, pour Lucien, pour Léna. Toute ma vie. Surveiller Léon. Toute ma vie. Presque au moment de mourir. Avec tes filles. J'ai lutté. J'ai turbiné. On n'est pas des bêtes. Nous quittons l'obscure cavité des buissons qui se transforment en bouche. Nous nous dirigeons vers la chambre de Catrette. Agir. Un désir effréné d'action. La porte de la chambre de Catrette s'ouvre facilement. La cavité de sa petite chambre, emplie d'une odeur aigre, m'excite. La bouche gâtée de Catrette s'ouvre devant moi, m'aspire. Un lit, une armoire, une petite table, une étagère, des chiffons, un peigne cassé, des choses qui se montrent l'une après l'autre comme dans un film, et que je viole lentement. Fuchs a la tête vide, vide. Une aiguille enfoncée au milieu de la table, une plume enfoncée dans une écorce de citron, une lime enfoncée, 2 agrafes enfoncées, un clou dans le mur enfoncé. Nous nous enfonçons, je m'enfonce. Fuchs observe, examine. Léna se cache derrière tout ça, derrière les signes, derrière les objets, tendus vers moi. Elle se glisse le long des murs. Léna avance jusqu'à moi. Dehors, le boulot déchaîné donne des coups de marteau sur une souche, en cadence.
Avec un maximum de force, elle enfonce. Les épingles, les aiguilles, les plumes. Léna frappe à la fenêtre de sa chambre, c'est comme un tremblement de terre. À mon tour, je tape, frappe de toutes mes forces contre la porte de la chambre de Léna. Rentrer chez Léna. Guetter par sa fenêtre. Pénétrer jusqu'à Léna. Avancer vers Léna. La voir. Et maintenant cette théière comme sortie du chaos. Le chat de Léna passe à côté de moi. Il tend le dos pour se faire caresser. Assez. Qui a pendu ce chat? Quelqu'un est entré en cachette. Mais pendre un chat? Qui entrerait ainsi pour pendre un chat? Comme c'est désagréable, messieurs, dames. Déplaisant. Comme c'est méchant. Parce que si on savait au moins à quoi s'accrocher. Mais non, on ne sait pas. Parce que par la clôture, ce n'est pas possible. De l'intérieur non plus. Et qui? Ni de droite, ni de gauche. Extraordinaire. Et pourtant, chat ou pas chat, il ne s'agit pas du chat. C'est que le fait lui-même est anormal. Une sorte d'aberration. Ou en tout cas, cela donne à penser. On peut se fier à personne, soupçonner tout le monde, puisque c'est une folie, une perversion, une aberration. Donc cela peut arriver à n'importe qui. À moi. À ma femme. À vous, monsieur. À ma fille. Si c'est une aberration, rien n'est garanti. Ah, hein? Qui a pendu le chat? Pourquoi ce chat a-t-il été pendu? Qui l'a pendu? Attendez. D'abord, on a pondu un poulet. Ensuite, un moineau. Ensuite, un bout de bois. Et maintenant, ce chat. C'est toujours le même acte de pendre, mais avec diverses variantes. Et ça fait longtemps que ça dure, parce que le moineau sentait déjà mauvais quand nous l'avons découvert. Le plus étrange, c'est que le bout de bois et les autres signes indiquent une direction précise. La chambre de Quatrettes. Avec Vitold, on est allé fouiller pour vérifier. Et on est tombé sur certains détails. Minuscules, certes, tout à fait secondaires, mais répétés beaucoup trop souvent. Une plume enfoncée dans une écorce de citron, une lime à ongles, des agrafes, un clou, tous enfoncés dans quelque chose. Des aiguilles, des écorces de citron, Oui. Quand on est sorti de là-bas, vous aussi, madame, vous enfonciez quelque chose. Moi? J'enfonçais quelque chose. Oui, vous. Un coup de marteau sur cette souche. Et de toutes vos forces. Et alors? Alors, tout est enfoncé là-bas et vous aussi, vous enfonciez quelque chose. Je n'enfonçais rien du tout. Je frappais seulement sur la souche. Léna, mon ange, explique pourquoi je frappais sur la souche. Léna, dis la vérité. Maman, de temps en temps, c'est une sorte de crise. Alors quand ça arrive, elle prend n'importe quoi pour se décharger les nerfs. Elle frappe, ou elle casse si c'est du verre. Vous me connaissez. Vous savez que je suis tranquille, que j'ai du tact et de l'éducation. Mais quand cette tranquillité s'en va, alors je m'en prends à n'importe quoi. Je m'en prends à n'importe quoi. Mon ange. À n'importe quoi. Oui, c'est ça, à n'importe quoi. Non, pas à n'importe quoi. À n'importe quoi. Quelle bassesse. Quelle cochonitude. Quel encochonnement que moi, à la fin de ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, je ne sache même pas qui je fréquente, où je suis, que je sois dans la maison comme un chien errant, que ma maison soit une maison de fou. On pourrait dire que j'en fais tout un drame. Que le chat, ce n'est pas grand-chose. Mais monsieur le scientifique, l'affaire est grave. Hein, qui pourrait affirmer, on s'en tiendra au chat, qu'après le chat, ce ne sera pas le tour d'un animal plus gros, peut-on savoir?
propre maison, à la merci de... Oui, merci. Bien que chacun fasse des efforts pour se comporter avec le plus grand naturel, ce naturel précisément sentait le théâtre. Ce n'était pas qu'ils se soupçonnaient mutuellement, non. Mais ils s'étaient plongés dans un réseau d'indices, empêtrés dans une enquête. Personne ne soupçonnait personne, non. Mais personne non plus ne pouvait parier que les autres ne le soupçonnaient pas. Donc à tout hasard, ils se traitaient avec courtoisie, avec bienveillance. Un peu honteux de voir que malgré tout, ils n'étaient pas assez eux-mêmes, et que cela devenait pour eux pénible, forcé. Mettez-vous à l'aise. Mangez. 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 Personne ne restera sur sa faim, ça je vous le promets. On va d'abord manger un morceau, et puis tout à l'heure, je vous emmènerai tous en excursion à la montagne, pour changer d'air. Impossible maintenant d'avoir la paix dans cette maison. Là-bas, à la montagne, je vous donnerai du nouveau. Je vous dénicherai une étrange douceur. Je vous fabriquerai un véritable régal de gala. Vos panoramas de rêve, vos points de vue, avec votre permission, je dirais que c'est éculé. Ce sont des vieilleries, des cartes postales, c'est léché, c'est fripé, c'est du tourisme de mes chaussettes, c'est du guano. Moi, je vous extirperai d'un panorama montagnard le ravissement des ravissements. Une suite de paysages first class, je vous le dis. Je suis tombé là par hasard, il y a combien d'années déjà? 27 ans. En juillet, je me rappelle comme si c'était hier. Je m'étais perdu dans la vallée et 4 km sur la droite, j'ai découvert un de ces panoramas de montagne. Il y a même un refuge, mais abandonné, il a été racheté par une banque. Je me suis renseigné, ils veulent le transformer. Je vous dis, il faut avoir vu ça, la rivosité des arbres, des herbes, des fleurs, et une sorte de jaillissement, murmure, poétiquement parmi les élévations montagnardes, dans un fond de verre sombre, mais avec une majesté majestueuse et unique. Moi, j'ai vécu jusqu'ici pour ça, et je me suis juré de le revoir une fois encore avant de mourir. It's a long way to take Ferrari. It's a long way. Dans ces lieux et dans ces choses, dans l'assemblage de ces choses et de ces lieux, se cachait le sentier qui m'avait conduit à étrangler. Si j'avais su vraiment déchiffrer cet ensemble de choses et de lieux, j'aurais peut-être connu la vérité sur cet étranglement. Chaque pulsation de notre vie se décompose en milliards de fragments. Que faire? Voilà, je ne savais pas quoi faire de mes mains. Je n'avais absolument rien à faire. J'étais désœuvré. Le chat. Pourquoi lui avais-je étranglé son chat? Que voulais-je d'elle?
J'étais absorbé par le rapport entre la vitesse à laquelle passaient les objets les plus proches et le déplacement moins rapide des objets plus éloignés, et aussi de ceux qui étaient très lointains et qui restaient presque sur place. C'est cela qui m'absorbait. Lorsqu'on voyage, les choses ne se montrent que pour disparaître. Elles sont sans importance. Et le paysage aussi est sans importance. Tout ce qui reste, c'est l'apparition et la disparition. Un arbre, un champ, un autre arbre. Il passe. J'étais absent. Nous sommes presque toujours absents, ou en tout cas pas entièrement présents, à cause de notre contact chaotique et superficiel, de notre contact lâche et mesquin avec ce qui nous entoure. Je m'éloignais avec Léna, de la maison où Catherine restait. Là-bas était restée la maison, la porte du jardin, les arbustes blanchis à la chaux, tandis que nous roulions, nous, toujours plus loin. Je m'éloigne vraiment avec Léna, et la maison s'éloigne, avec les constellations et les figures, avec toute cette histoire. Et Catherine est déjà là-bas. Elle est là-bas, désormais. Et le moineau est là-bas, dans les buissons, avec des taches de soleil sur la terre noire, qui sont là-bas, elles aussi. Le moineau s'éloignait, mais son existence ne s'était pas affaiblie. Elle était juste devenue une existence en train de s'éloigner. Moi, j'étais devenu un tel déchiffreur de nature morte. J'examinais, cherchais, comme s'il y avait quelque chose à lire. Mais rien. Rien. Un oiseau apparut, très haut, dans le ciel, immobile. Non, ce n'était pas un moineau. C'était un non-moineau. Et non-moineau, il y avait un peu de moineau en lui. J'étais si fatigué par le désordre, là-bas dans la maison, par cette mêlée, par ce chaos de bouches, de pendaisons, chats, théières, coups de marteau, épingles, Léna, comme dans le brouillard, comme dans une corne d'abondance. La confusion. Je regardais Léna. Elle avait les yeux fixés sur l'oiseau. C'est joli, n'est-ce pas?
aussi, j'ai fait la sieste. Il serait facile de s'approcher d'elle, de la prendre à part, de l'étrangler et de la pendre. Elle m'aime aussi. Nous sommes amoureux l'un de l'autre. Si moi je veux la tuer, c'est qu'elle m'aime. Voilà ce qui doit se passer quand on est assassin. On assassine quand le meurtre devient facile, quand on n'a rien de mieux à faire, quand les autres possibilités sont simplement épuisées. Pensez-vous sincèrement, cher chevalier, que je vous ai tous traînés ici pour admirer le paysage? Je vous ai réunis pour une célébration d'un anniversaire de la plus grande bamboche de ma vie. Il y a 27 ans, avec une cuisinière, celle qui était là à l'époque. Oui, j'ai réussi une seule fois dans ma vie, mais très bien. Et cette bamboche, je la porte en moi comme le très saint sacrement. Une seule fois dans ma vie. Parce qu'il faut que vous sachiez, j'ai eu une jeunesse comme ci, comme ça. Nous habitions dans une petite ville. Mon père dirigeait une coopérative. Vous savez ce que c'est? Il faut de la prudence. Les gens savent tout de suite tout. Dans une petite ville, on vit comme dans une maison de verre. Et en plus, j'avoue, je ne me suis jamais trop distingué par ma hardiesse. Et oui, timide. Silencieux, est-ce que je sais? Naturellement, j'avoue. J'ai bien fait quelques petites choses quand l'occasion s'en présentait. On faisait comme on pouvait, mais pas grand-chose, pas grand-chose. Et ensuite, vous savez, dès que je suis entré à la banque, je me suis marié. Et là, est-ce que je sais? Oui, bien sûr, un peu, mais pas beaucoup non plus comme ci, comme ça. Parce que dans le mariage, vous savez, l'un observe l'autre du matin au soir, et du soir au matin. Et vous pouvez vous imaginer ce que c'était pour moi sous l'œil pénétrant de ma femme et après de mon enfant. Et donc, j'ai dû recourir à de tout petits plaisirs, presque invisibles. Avec un certain entraînement, on peut se spécialiser et une main peut tâter l'autre sous la table. Par exemple, personne ne voit. Et même si on voyait, ce n'est rien. On peut se toucher, et pas seulement avec les mains, avec les cuisses aussi, par exemple. Ou bien toucher son oreille avec le doigt, parce qu'il semble, savez-vous, que la volupté soit une question d'intention. Mais vous savez déjà tout ça. Parce que vous aussi, vous bamberguez. Alors, très cher ami, vous croyez que je n'ai pas Dieu pour voir ma propre enfant? Mademoiselle, fille de son père, et prénommée Léna, vous la bergue. Ma fille, mon jeune monsieur, vous la bergue en cachette. Et vous voudriez vous glisser sous sa jupe. Ah, moi, je ne peux pas me plaindre. J'ai tout de même tiré quelque chose de mon existence. Et si les autres en ont fait davantage, tant mieux pour eux. D'ailleurs, qui peut savoir? Chacun raconte des blagues. Ils se vantent qu'avec celle-ci ou celle-là, mais en réalité, c'est misère et compagnie. Chacun rentre chez soi, s'assoit, se déchausse et va se coucher tout seul. Alors, à quoi bon tous ces bavardages? Vous aimez les plaisirs et la voluptatibus? Vous aimez?
commençons à être d'accord. C'est simple. L'homme aime, il aime, il aimouille, il aime. Si on se concentre, si on commence à s'offrir de tout petits plaisirs, on peut s'amuser comme un roi. Sans dancing, sans champagne, en faisant des boulettes de pain, en essuyant son binocle. Avec ces petits plaisirs, on devient immense. C'est incroyable, comme on grandit. Et quand on enfonce la langue dans les trous entre les dents, ils s'imaginent que je les ai traînés ici pour admirer le paysage, mais moi je vous ai amené ici en pèlerinage. En pèlerinage, femmes, enfants, gendres, tout ça en pèlerinage, qu'ils commémorent. Moi, à minuit, je les embergerai jusqu'à cette pierre. Moi, à l'époque, avec cette cuisinière, j'ai Berg, Bergus, Berg, léché, je dis léchouille Berg, craché dans Berg, dans Bergus, Berg. La lune, tel un globe mort, brillait d'un éclat affaibli. Elle contaminait et empoisonnait comme une maladie. Mais le cadavre essentiel n'était pas celui de la lune, c'était celui de Lucien, accroché à un arbre, comme le corps du chat, accroché à un mur. Pan, 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 pan. Le moineau pendu, le bout de bois pendu, le chat étouffé et pendu, Lucien pendu. 1, 2, 3, 4. L'harmonie, la cohérence. Ce cadavre idiot devenait un cadavre logique. Pan, pan, pan. Le moineau, le bout de bois et le chat. 3 pendaisons, oui, 3. Mais c'est moi qui avais inventé la 3e rime. Un jour, je devrais ou me pendre, ou la pendre, elle. J'ai déjà pendu le chat. Pour la première fois, je regarde la mort humaine droit dans la bouche, dans une cavité buccale humaine et suspendue. Quel dommage que je lui ai regardé la bouche. Maintenant, je ne pourrai plus partir. Je ne l'ai pas pendu. Mais après mon doigt dans sa bouche, ce pendu est aussi le mien. J'ai rempli ma tâche. Et maintenant, il va falloir pendre Léna. Moi, je suis la pendaison. Chacun veut être lui-même. Moi aussi, je veux être moi-même. Qui aimerait la syphilis? Personne. Pourtant, même le syphilitique veut être lui-même. C'est facile de dire « je veux guérir », mais ça sonne faux. Comme si on disait « je ne veux pas être celui que je suis ». Le moineau, le bout de bois, le chat, Lucien. Et maintenant, il va falloir pendre Léna. Tant pis. Il le faut. Qu'est-ce qu'il cherche?
petite promenadibus sous mon commandement vers ce ravissement unique où il y a 27 ans moins un mois et 3 petits jours, pour la première fois, à cette même heure nocturne, je m'étais enfoncé et j'avais vu sucer. C'est ici. Quelle coïncidence. Je suis déjà venu ici. C'est ici que moi, il y a 27 ans, avec ici, avec je m'étais juré de le revoir une dernière fois avant de mourir. Léo? Le moineau, Léna, le bout de bois, Léna, le chat, la bouche, le miel, la lèvre déviée, le mur, la motte, l'arrêt, le doigt, Lucien, les buissons, ils pendent, la bouche, Léna, ici, là-bas, la théière, le chat, la clôture, le bout de bois, la route, Lucien, le mur, le chat, le bout de bois, le moineau, le chat, Lucien, il pend, le bout de bois, il pend, le moineau, il pend, Lucien, le chat, je vais pendre. La pluie. De grosses gouttes espacées. Nous levons la tête, averse. L'eau tombe avec violence. Le vent se lève, panique. Chacun court s'abriter sous l'arbre le plus proche. Ça coule. L'eau. 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 Les cheveux mouillés et aussi les épaules et les cuisses. Et à la lueur de nos torches, on voit la pluie tomber, couler. Des ruisseaux, des cascades. Cela jaillit, ruisselle. Des étangs, des mers. Un brin de paille, un bout de bois et une feuille sont emportés par le flot et disparaissent. Des torrents se réunissent, des rivières se forment. Îles, barrages, obstacles et méandres. Et partout et de partout le déluge. Et dans le bas, une feuille est emportée. Un morceau d'écorce disparaît. En conclusion, frisson, rhume, fièvre. Léna eut une angine, la maladie, les docteurs. Bref, tout changeait. Je suis rentré à Varsovie. Mes parents. Toujours la guerre avec mon père. Et d'autres affaires. Problèmes.
communication. Aujourd'hui, à déjeuner, on a mangé de la poule au riz.